Il n'est pas menacé. Il est dans une phase de maturation historique. Ce n'est pas nouveau. L'histoire du panafricanisme, l'histoire des luttes dans le monde est caractérisée par ce type de flux et de reflux. Ces mouvements non linéaires qui sont caractérisés par l'apparence de recul, mais qui permettent à ces mouvements de fond de maturer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le panafricanisme n'est pas menacé. Ceux qui veulent le menacer n'en connaissent pas les éléments constitutifs. Du moins, je parle du renouveau panafricaniste. Nous qui étions au début de cette affaire, nous ne sommes pas impressionnés par ces agitations, au contraire. Au contraire, elles sont le signe de ce que on reconnaît enfin que le mouvement est puissant, qu'il a transformé le visage de l'Afrique et il est devenu une espèce d'aiguillon, pour ne pas dire le moteur, de toute dynamique de véritable renaissance de notre continent. Donc, mon cher Fabrice, le panafricanisme n'est pas la croisée des chemins. D'ailleurs, quand nous disons au niveau panafricaniste, c'est notre façon de marquer une continuité avec tout ce qui s'est passé avant jusqu'à nous. Parce que, en réalité, c'est un même combat, c'est un même fleuve, c'est une même marée, c'est un même mouvement qui connaît des reculs, après des remontées, des espèces de stabilité, de stagnation apparente, mais qui a toujours été travaillé par plusieurs courants. Donc c'est notre histoire. C'est l'histoire du panafricanisme. Ceux qui le savent ne sont pas inquiétés par le bruit des courants. Bon, reste à savoir si on est en face de vrais courants. On n'est pas impressionné par les tentatives d'infiltration. On est amusé par ce que j'appelle toute l'agitation française. Derrière des apparences d'expertise, de savoir-faire, mais tout ça est pitoyable. Parce que ce soit le cas de Guinée-Bissau, qu'est-ce qui est nouveau là-bas? Qu'est-ce qui est nouveau? La Guinée-Bissau est devenue quoi? Il a fait depuis... Quel est le bon qualitatif qu'on a perçu dans ce pays depuis 40 ans? Depuis la mort de Nino Viera, qu'est-ce qu'on a perçu là-bas? C'est la même chose, c'est le même groupe qui est au pouvoir. Avec les mêmes allégeances, du moins. Jusqu'à preuve le contraire. Même allégeances. D'où le silence de la CEDEAO et le satisfecit de Paris. Donc, même cause produisant les mêmes effets, il n'y a rien de nouveau en Guinée-Bissau. Donc, les nouveaux dirigeants de Guinée-Bissau ne feront pas mieux que Ambalo. Ils vont faire du Ambalo sans M. Ambalo. Or, on sait ce qu'Ambalo faisait. C'était un petit sous-traitant de Paris. Paris était elle-même au service de l'atlantisme. Ambalo, en dernière instance, c'était un sous-marin de l'atlantisme. Il s'agitait là, ça s'est vu. Et son agitation n'a pas freiné ni impacté la puissance et la résilience du mouvement panafricaniste. Pas du tout, au contraire. Alors, vous prenez le cas du Bénin, ça fait rire. Vraiment, tout le bruit que la France est en train de faire, toutes les campagnes sur Internet, tous ces petits influenceurs qu'on a recrutés, qui s'agitent sur Internet là, ça me fait rire. Avec les arguties besogneux. Mais c'est pour masquer une seule chose. Paris a été pris dans le sac de néocolonialisme le plus abject. Alors que M. Macron, depuis 2 ou 3 ans, s'est lancé dans la dynamique de l'invisibilité. Il dit que vraiment, tout le monde se retire, j'ai retiré mes bases. Bref, M. Macron a lancé une campagne pour, soi-disant, nous enlever l'eau dans la bouche. Nous enlever le prétexte
qui permettait au panafricanisme de prospérer, d'après son intelligence. Hein. Vous savez que l'intelligence de Macron se limite à Brigitte. Donc, quand vous avez vu Brigitte, vous voyez le niveau de M. Macron. Quand je dis Brigitte, je parle de tout le bruit qu'il y a autour de lui ou d'elle. Je ne m'occupe pas des dames, entre guillemets, des présidents. Mais on n'a pas affaire à une dame, puisqu'on nous a dit qu'on va aller prouver qu'elle est dame aux États-Unis. Bon, vous savez très bien qu'on ne prouve pas qu'on a affaire à une dame. Une dame, ça se voit. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire preuve d'une élégance en s'attaquant à une prétendue dame d'un président. Mais quand on voit tout ça, on voit le niveau de M. Macron. Donc M. Macron a cru que toute son agitation, remettre les biens volés, hein, et faire des fausses repentances, je reconnais ceci, Rwanda, Cameroun, etc., des fausses repentances, diminuer l'effectif des militaires dans les bases, bref, diminuer la présence militaire française dans l'Afrique sans rompre les accords de défense, l'alliance est importante, etc. Faire des discours, c'est-à-dire devait prendre le contre-pied de la marée panafricaniste. Mais là, le Bénin a ruiné ça en un temps record, puisque c'est la France qui opère au Bénin. Le Bénin était déjà sous occupation malgré. Bon, aujourd'hui, le Bénin est sous occupation en plein jour. C'est en plein jour. Donc, le syndrome ivoirien, la France est en train de plein pied dans le même syndrome au Bénin. Donc aujourd'hui, tout ce qui... Vous dites que les gens de 2011 se sont disputés clairement au Bénin. C'est-à-dire, on a des la forces... Côte d'Ivoire. Oui, les 2011, le Bénin est sous occupation française. C'était officieux, sous couvert de profondeur. Mais aujourd'hui, on sait que... Paris dit qu'il n'a pas envoyé des éléments physiques sur le terrain. On a juste accordé une aide technologique à l'armée locale ou alors sous-régionale à l'effet de neutraliser les mutins. Votre effort de bienséance journalistique ne change rien à la réalité. Bénin est sous occupation. Que ce soit technologique ou physique, ça ne veut rien dire. Bénin est sous occupation, puisque Talon, il est moins qu'un sous-préfet. Hein? Il faut trouver un autre nom pour lui. Il est moins qu'un sous-préfet. On a vu, son armée n'a pas été à mesure de le défendre, puisque son armée n'est pas avec lui. C'est la France qui est venue à son secours. D'ailleurs, certains d'autres nous font savoir qu'à l'heure actuelle, il est gardé par plusieurs mercenaires d'origine étrangère. Bref. C'est la France. Qu'est-ce que vous appelez mercenaires? C'est la France qui... Vous aussi. Bon, la France est obligée de dire ça elle-même. Et ça n'a pas avoué elle-même. La France a avoué elle-même. Pourquoi votre bienséance journalistique, votre élégance journalistique, ne devrait vous amener à être plus royaliste que le roi? Puisque le roi a avoué lui-même que j'ai intervenu. Maintenant, quand le roi avoue, ok, le roi, c'est un roi perdu. C'est un roi perdu. Donc, sauf que bon, il n'avoue pas totalement ce qu'il a fait. Mais l'aveu là nous suffit, puisqu'on sait ce qui s'est passé. Au Bénin, qui a mobilisé la madame militaire pour sauver Talon. Ça veut dire quoi? Tous les employés de Paris, déguisés en influenceurs, l'autre sur Internet, il dit qu'il s'appelle Université Populaire. J'ai remarqué celui-là. Un troufion, un petit troubadour de parcours. On va ramasser leurs arguments. Donc, tout cette armée-là qui essaie de masquer la France dans la diversion sur Tunis, c'est pas. J'ai appris qu'on a on fait la diversion. Il y a ils écrivent des versets bibliques matin, midi, soir, sur le patriotisme, l'amour de la patrie, comment le Bénin aime la paix, comment vraiment on a trahi la nation, alors que la trahison nationale est incarnée par M. Talon, n'est-ce pas? Alors que la honte nationale est incarnée par M. Talon, qui a montré à la face du monde qu'il est étranger dans son propre pays et qu'il a fallu que l'armée française vienne occuper le Bénin pour le sauver jusqu'à présent. Je dis que nous disons que le Bénin est sous occupation. Tout ça pour montrer quoi? Je terminerai par le Togo. Pour démontrer que on peut bavarder matin, midi, soir, faire des discours, créer des plateformes d'influenceurs, nous faire la guerre numérique, puisque la France, Macron a organisé une guerre numérique contre les panafricanistes. Il a dit, c'est dans tous les documents, on peut faire ça pendant des années, ça ne change rien à une réalité.
La France est un État colonial criminel. À sa tête, il est dirigé par des criminels. Donc, en plein 21e siècle, cet État pratique la colonisation directe. En plein 21e siècle. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qu'on raconte n'a pas de sens, les faits sont là. On termine par le Togo. Le Togo, je l'ai déjà dit. Les efforts de M. Faure Gnassingbé pour se maquiller au vernis du panafricanisme sont difficiles, n'arrivent pas à masquer, n'arrivent pas à transformer son visage. C'est-à-dire, malgré tous les efforts qui sont faits pour le maquiller à la couleur panafricaniste, quelque chose transparaît toujours, mon cher Fabrice. Il est difficile qu'on observe une véritable mutation de ce régime dans le sens du panafricanisme. Je l'ai déjà dit, signer les accords avec la Russie, l'accord de défense militaire avec la Russie, ne suffit pas à faire de vous un panafricaniste. Dans la mesure où, pour le cas de M. Faure, du régime togolais, il est question de dire, ok, militairement, nous avons la protection des Russes sur le plan militaire, économiquement, nous restons avec la France et les Occidentaux. Culturellement, et sur le plan de la propagande, nous agitons le chiffon panafricaniste avec des discours sur la réparation, des trucs comme ça. Des discours sur la réparation, bref, déblayer des soi-disant chantiers panafricanistes qu'on devrait laisser en suspens, mon cher Fabrice. Le panafricanisme, et c'est en cela que tout ça est intéressant, quand vous dites à la croisée du chemin, non, on est dans une, j'avais dit cette année, en début d'année, j'ai dit que cette année va être l'année de l'accélération du panafricanisme. Je l'avais dit. Il n'y a pas accélération sans ce type de soubresaut, mon cher Fabrice. Il faut ce soubresaut pour qu'il y ait accélération. On va passer, Fabrice, à ce que j'appelle un panafricanisme de... Quel est le mot que je vais employer? Purement un peu tribunicien. Vous voyez? Un peu tribunicien. On va passer d'un panafricanisme de... Comment on dit ça? De dénonciation, un panafricanisme de témoignage, etc. Pour entrer dans un panafricanisme plus authentique. Ça veut dire quoi? On ne peut pas seulement rappeler ce qui s'est passé hier. On ne peut pas seulement rappeler qu'hier, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu l'action héroïque de nos prédécesseurs, Fabrice. Il y a toute la geste historique qui est l'élément constitutif du panafricanisme, n'est-ce pas? Il y a la geste de ce temps-ci, à savoir l'AES, tous les combats qui ont été menés ces dernières années. Mais il est temps de passer à autre chose. Ça dit quoi? Le panafricanisme qui produit, comment on dit ça? Qui produit un mode de gouvernement propre à lui. Le panafricanisme qui invente la manière de faire militaire, qui invente la façon de faire l'économie, de faire la politique, de faire la culture, de manière, Fabrice, à ne pas être des gens qui vont emprunter, des gens qui reprennent seulement à leur compte des choses qu'ils n'ont pas produit eux-mêmes et qui peuvent maquiller ça avec un vernis de souverainisme ou de panafricanisme. C'est là où on est en train d'entrer. C'est-à-dire que, est-ce que nous pouvons faire autant ou mieux que les Russes? Est-ce qu'on peut faire autant ou mieux que les Chinois? Est-ce qu'on peut faire mieux autant que d'autres peuples en matière de créativité sur la base de nos propres ressources intellectuelles, mentales, historiques, culturelles, spirituelles? Oui, tout ce que vous voulez. C'est là où on entre, Fabrice. Donc, c'est là où on est là maintenant. C'est là où c'est en train de nous pousser. Rappelez-vous, il y a quelques années, lors du premier congrès du NMP, j'ai lancé sur la scène africaine le concept de panafricanisme de gouvernement. Oh, c'était trop avant-gardiste. Mais là, c'est quoi? Première phase. Première phase. Donc, c'est pas que la phase achevée. Non, non, pas du tout. C'est même une phase de transition. Le dit, ce n'est pas sous-estimer le rôle historique avant-gardiste de l'AES. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est un fait. Il y a les défis que l'AES
ne peut pas relever tout de suite. Ce n'est pas de la faute de l'AES. C'est des défis. Il y a des contraintes historiques qui s'imposent à l'AES. Vous savez que dans la science de l'histoire, mon cher Fabrice, on ne vient pas les étapes comme ça. Donc, l'AES va relever les défis qu'ils sont en train de relever, mais je parle de nouveaux cycles qui vont s'ouvrir. À partir du moment où vous voyez des gens venir faire ce qu'on a en train de faire au Togo et dire que c'est le panafricanisme, au lieu de s'attarder sur ça comme des enfants, il faut plutôt voir qu'est-ce qu'on veut contrecarrer. Qu'est-ce qu'on veut, quel est le signe véritable que ce qui se passe au Togo est en train de vouloir masquer. Le vrai signe, c'est que Fabrice, nous sommes entrés dans une phase, au regard de la configuration géopolitique qui est en train de s'opérer au niveau mondial, où le panafricanisme, je préfère appeler ça comme ça, celui du 21e siècle, sera très exigeant. Ça veut dire que l'Africain doit créer par lui-même. Si hier, nous avons été le phare de la civilisation, À travers oui, si hier nous avons initié les pas de l'humanité dans tous les domaines de la vie, mais aujourd'hui, on doit faire plus, on peut faire mieux. C'est ça tout le sens du panafricanisme. C'est-à-dire, un vrai combat, une vraie démarche panafricaniste est celle-là. C'est celle qui dit que, à partir de nos propres efforts, là, maintenant, nous faisons autant, sinon mieux que les peuples, d'autres peuples. Du moins, si on est réaliste et pragmatique, il y a les alliances globales qui se font, c'est une bonne chose. Les partenariats stratégiques, c'est une bonne chose. Mais pendant qu'on les fait, il faut que sur le terrain, on voit comment nous innovons par nous-mêmes, en comptant sur le génie africain. Comment nous relevons les défis, en comptant sur le génie africain, dans tous les domaines, mon cher Fabrice. C'est par ça qu'on va montrer aux gens que nous aussi, on est les hommes, avec 2 pieds, 2 mains, avec matière grise. une tête, avec une véritable matière grise comme les autres. Ça sera la manière de contrecarrer, de réduire en néant les racistes. Tous ces racistes qui nous regardent d'une certaine manière et qui doutent de notre humanité. Donc c'est ça l'enjeu. C'est de ça que je parle. Donc de ce point de vue, le Togo veut rattraper un combat qui a commencé avant lui. C'est bien. C'est bien. Mais quand vous voulez rattraper un combat qui a commencé sous votre regard et que vous n'avez pas suivi, il y a un minimum d'élégance qu'il y a à faire. Dimanche, j'ai énoncé ça ici. J'ai démontré comment c'est pas sérieux dans la démarche, sur la forme et dans le fond, c'est pas sérieux. Voilà pourquoi il y a toutes ces polémiques autour. Voilà pourquoi les Togolais ne s'y reconnaissent pas. Pas les Togolais. Oui. Non, afro-mondial. Bon, puisqu'on est en train de parler, les Togolais sont en première ligne. Donc, j'ai dit dimanche que il y a un acte qui a été posé, c'est indéniable, Fabrice. Il y a des accords de défense qui ont été signés avec la Russie. Ça, c'est un fait. C'est indéniable, c'est un fait. Il y a une volonté on le voit, de diversifier les partenariats. Mais que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, diversifier les partenariats, c'est un moyen. Ce qui est important, c'est que tu diversifies pourquoi? Pour aller où? C'est-à-dire, même si tu n'es pas encore arrivé à destination, tu commences un peu, on voit. C'est-à-dire que quand tu commences un peu, on voit. C'est pour aller où? Si on diversifie les partenariats pour reproduire le statu quo et faire croire que, Fabrice, le Togo n'a pas d'avenir en dehors de la présidence d'une famille. C'est-à-dire que la famille Eyadema est la seule famille qui peut diriger le Togo. En fait, c'est une destinée quasi dynastique. Si on fait ça, Fabrice, on se pose des questions. Si on est l'ami intime d'un journaliste que tout le monde connaît, agent de la France, qui ment aux Africains qu'il a démissionné, qu'il est en retraite, alors qu'il travaille encore dans les médias français. Alors je parle là, je donne son nom, je parle à Alain Foucault, je donne son nom. Il n'a jamais, je suis à mon vision, hein, il n'est pas en retraite, il est mage, il travaille, il fait partie du personnel de RFI, des médias français. C'est quel jeu ça? Bon, il est votre conseiller spécial, il est là. Et on vous le présente comme étant un panafricaniste. Il vient recycler son image, il dit qu'il est panafricaniste. Ça veut dire qu'on est en train de faire un coup contre le panafricanisme. C'est pas sérieux.
Ce n'est pas le seul cas. Bon, si on prend seulement l'élément là, mon cher, tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bon, ce n'est pas le seul élément. Donc, il y a une dynamique de diversification que le régime du Togo a amorcée en signant un partenariat militaire avec la Russie. Mais je vous ai démontré dimanche ici que la France dit qu'elle va entrer dans les BRICS. La France le dit. Elle n'a pas renoncé. Rien ne démontre, mon cher Fabrice, à partir du moment où les gens estiment que la défense avec les Russes nous protègent pour que bon, on peut parler fort à la bourgeoisie française. Mais, sur le plan économique, on ne bouge pas. On est avec les Occidentaux. Quand j'étais au Mali, j'ai vu les liens, les têtes de pont des hommes d'affaires qui servaient de têtes de pont entre certains ministres du Togo, du Mali et certains milieux d'affaires occidentaux qui sont des milieux d'affaires anti-panafricanistes par essence. J'ai dit certains ministres du Mali. Je parle français. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais au Mali, il y avait une bataille. Hein, il y a eu une bataille lors de nos réunions. Et il y a justement ces hommes d'affaires-là, cet homme d'affaires et toute sa bande. Et cet homme d'affaires-là, il avait là Alain Foucault, tout leur réseau là. Tout leur réseau. Ils voulaient imposer que les Allemands passent du panafricanisme. Non, il faut laisser le panafricanisme de combat. Et il faut le panafricanisme économique. C'est quoi, Bertrand, le panafricanisme économique? C'est le panafricanisme qui cherche les bonnes relations avec certains milieux financiers, qui par nature sont anti-panafricanistes par essence, de par même leur résistance. Ils ne peuvent pas être les panafricanistes. Donc il faut nouer les bonnes relations avec eux pour créer des boulevards d'investissement et entre guillemets de prospérité. J'ai vu ce lobby venir dans cette conférence et vouloir s'imposer. Et le général Assimi Goïta à l'époque a tranché. Je lui reconnais ça. Je suis un homme honnête. Il avait tranché, il a dit, il n'y a pas ça ici. Restez-moi, priorité à la sécurité. Priorité à la sécurité, à la souveraineté de notre pays. Il faut le dire. Je n'entre pas dans le fond parce que je respecte l'État malien. Je respecte, ce sont nos acquis. On n'a aucun intérêt à les bousiller. Mais ça vous fait comprendre que qui est le protecteur de ce lobby? C'est M. Faure Gnassingbé. Oui, c'est lui. C'est lui. Ce sont eux qui sont en train de s'agiter là-bas. Alors, ces gens m'ont fait une offre claire. Hein? Je l'ai décliné. Moi, je parle, je l'ai décliné. Donc, je sais de quoi je parle. C'est ça qui nous amène à dire que ce qui se passe au Togo, ce n'est pas le panafricanisme en tant que tel. Mais Fabrice, c'est très bon. Vous savez pourquoi? Non. Quand M. Doumbouya, il venait de prendre le pouvoir pour devenir beau, pour se maquiller, trop beau. Il a dit le panafricanisme. Matin, me dit soir, ses ministres disaient panafricanisme. À l'époque, il a empêché, il a quand même aidé le Mali. Il a aidé les pays de l'AES qui sous sanction de la CEDEAO. Il a refusé de respecter les sanctions de la CEDEAO. C'était un acte panafricaniste. On a apprécié, non? Bien sûr. Mais n'est pas on connaît quel Doumbouya. On connaît, non? On sait que c'est un petit agent. Vous voyez un peu. Donc, comme quelqu'un disait, c'est ton ami l'apôtre Paul pour les chrétiens qui lisent la Bible. Il disait que bon, même si Satan annonce l'évangile, pourvu que l'évangile soit annoncé, hein, je fais, voilà, je paraphrase, hein, pourvu que ça soit annoncé. Donc, Doumbouya est venu, il a fait sa part en voulant étudier le panafricanisme, il a fait avancer malgré lui. Nous, on a accepté, on a dit que bon, on prend acte, sans protéger la révolution de l'AES qui était naissante et embryonnaire, mon cher Fabrice. Aujourd'hui, Doumbouya est là où il est, et nous sommes là où nous sommes, on avance. Donc, la dynamique que M. Faure est en train d'implémenter au Togo, pourvu que l'évangile soit annoncé, j'entends réparation et consort, c'est l'évangile, pourvu que ça soit annoncé. Donc, mais, le noyau dur, ceux qui ont vocation à s'assurer que
le lit du fleuve puisse contenir le fleuve. On se comprend, c'est-à-dire le lit du fleuve puisse contenir le fleuve. Parce que quand le fleuve déborde de son lit, c'est tsunami. Avec les dégâts. Donc ceux qui doivent s'assurer que le lit du fleuve contient le fleuve, tant qu'ils sont vigilants, tant qu'ils ont la conscience des dynamiques, tant qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, il n'y a pas à avoir peur de tout ce qu'on est en train de voir là. Il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, c'est une bonne chose. Pas mauvais tout ça. Donc, on n'est pas... nous ne sommes pas à la croisée des chemins. Il y a de la puissance, il y a de l'attractivité, il y a du dynamisme. Voilà pourquoi les gens veulent être panafricanistes sans l'être réellement. Pourquoi les gens veulent s'habiller de cet habit-là? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils savent que le chemin-là, il est le seul chemin qui peut conduire à de vraies choses et à de bonnes choses. Notre rôle, c'est à chaque fois de s'assurer que quand quelqu'un est un faussaire et qu'il a pris le masque pour opérer, on le démasque et les gens voient sa laideur. C'est ça notre rôle. Donc de ce point de vue, moi je suis très serein, très serein par rapport à la situation actuelle, très serein par rapport à ce qui se passe avec ne chute pas là, je t'en prie. Bertrand, prenez un autre. Il prend un autre, c'est intéressant. Pendant qu'il n'est pas, je l'inscris même, donc c'est bon. Je l'inscris, c'est bon. Donc, pendant que pour finir sur le Bénin, que la France arrête de vouloir intimider les gens. La France ne peut pas intimider. C'est-à-dire que l'État français, dirigé par ce petit garçon, ne peut pas intimider les Africains. Quai d'Orsay a dit qu'il n'a rien véritablement concerné, en tout cas par les événements qui ont eu lieu du côté du Bénin, et qu'il s'offusquait véritablement d'une certaine opinion panafricaniste qui semblait lui faire porter au chapeau de sa responsabilité dans l'échec de ce coup d'État. On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Mais c'est la malédiction. C'est une malédiction. C'est-à-dire que la France ne peut pas faire 2 jours sans l'Afrique. Elle ne peut pas faire 2 jours sans se mêler dans les affaires. La France ne peut pas, Fabrice. C'est-à-dire que c'est impossible. Elle n'est rien sans l'Afrique. Elle n'est rien. C'est ça le débat. On se vante 6e puissance mondiale, on est un grand pays, notre voix compte. C'est-à-dire tout le bruit que font les dirigeants français, se vante. Mais on voit, elle ne vaut rien. Les Russes l'ont dit, Poutine l'a dit. La France ne vaut rien sans l'Afrique. Il ne faut pas nier. Le malheur, ça a été que depuis plus de 300 ans que la France s'est installée en Afrique, qu'est-ce qui l'a empêché de se donner les moyens d'être chez elle, avec des performances à tout point de vue, pour que les Africains aiment la France, pour que les Africains deviennent même des Français, pour toujours. Depuis le 3 siècles, elle n'a pas été capable, parce que c'est un État méchant. L'État français est un État raciste, nazi, qui, c'est-à-dire pour elle, c'est de vider les Africains, et à la limite même nous remplacer chez nous. Donc, c'est une malédiction. Les dirigeants français sont incapables de la moindre mutation mentale et intellectuelle pour s'arriver à la nouvelle donne. Regardez celui qui veut être président là, ça s'appelle qui? Édouard Philippe. Vous l'avez entendu ces jours-ci? Il dit que la colonisation, ce n'est pas un crime. Il dit, on l'a coincé, ses yeux se sont ouverts, sa tête est encore même plus que blanchie, etc. Il dit qu'il souffre de l'indigo. Ça dit que c'est même encore augmenté, parce que le gars a sorti sa vraie nature. Il masque ça derrière les faux airs des civilisés, mais sa vraie nature est sortie. Il dit non, ce n'est pas un crime. Vous-même tirez les conséquences. Tous les dirigeants français pensent comme ça. Même Mélenchon qui fait le théâtre là, il pense comme ça. Pour la simple raison que c'est la tradition d'une vérité. Il n'y a pas de France en dehors de l'Afrique. Si la France ne pille pas l'Afrique, elle n'est pas la France. Malheureusement, Fabrice, le panafricanisme dit ceci. Il ne le dit pas. Il est le signe de ce que l'époque là est terminée. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est comme ça que les nations ont disparu dans l'histoire. C'est comme ça que les empires tombent. Voilà pourquoi j'ai décidé depuis les années qu'il n'y a pas de dialogue possible avec la France. Je l'ai dit. On a dit, oh, c'est un extrémiste, je m'en fous. Mais les faits sont là. J'ai dit, il n'est pas possible qu'il y ait un dialogue entre l'Afrique et la France. Mais regardez, pourquoi la France est avec un dirigeant? Soit tu dois enlever tout ton pantalon, tu dois être nu,
et ils sont derrière toi. C'est-à-dire qu'ils doivent t'écraser. Pour que la France s'entende avec un dirigeant africain, il faut que le dirigeant africain vende son pays. Donc, Fabrice, il n'est pas donc possible qu'il y ait un dialogue entre un tel pays et tout Africain digne de son nom, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le bavardage du Quai d'Orsay, c'est un discours qui n'intéresse personne. Parce qu'ils sont pris en flagrant délit. C'est le flagrant délit. On les a pris, main dans le sac. Et comme d'habitude, je l'avais dit dimanche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut intimider les Africains en lançant les négrons des services qu'elle a achetés sur Internet, qui menacent les gens, qui insultent les panafricanistes, russo-panafricain, c'est le nouveau mot. Je ne sais pas si tu as vu, russo-panafricain. Il y en a même qui inventent les nouveaux titres de panafricanisme. L'Université populaire dit que le panafricanisme, ce n'est pas la lutte contre l'impérialisme, c'est la lutte pour l'unité. Et qui dit que le panafricanisme, ce n'est pas la lutte contre l'impérialisme, c'est la lutte pour l'unité. Et moi, j'ai ajouté le monsieur de l'Université populaire, cet idiot-là, ce troubadour, l'unité dont avait la France. C'est l'unité avec la France. Il faut écrire ça. Pourquoi tu as peur? Écris. Franchis le Rubicon, c'est l'unité avec la France. Donc, on est dans ce genre de bêtises. La France ne doit intimider aucun Africain. Les Africains ont le droit de se mêler des affaires du Bénin. Sinon, que fait la France au Bénin? Que les Béninois pro-français ne pensent même pas qu'ils peuvent nous intimider, que occupez-vous de vos affaires. Le Bénin, c'est nos affaires. Comme les affaires du Cameroun sont les affaires des Béninois aussi. Donc, on veut nous inventer une affaire, donc on commence à faire le bruit là. Hein? Pourquoi vous mêlez les affaires du Bénin? Ce sont nos affaires. Tant que la France s'ingère, est toujours en train de vouloir coloniser les pays africains, quand elle colonise un pays, elle a colonisé toute l'Afrique. Donc, c'est le problème de tout Africain. Deuxièmement, il faut aller chercher le bouc émissaire. Laissez Kémy se battre tranquille. L'homme qui est... Le problème, c'est Talon, qui a vendu son pays, ennemi du continent africain, qui, pour ses affaires personnelles, s'est mis à dos tout un pays en confondant sa personne au pays. C'est ça le coup d'État.